Jean-Luc Jurin, président d'honneur l'UMSP, quel avenir pour la psychiatrie libérale? Vous me demandez de parler de l'avenir. Oui, oui. Bon. C'est vrai que ça va aller en complément de la... C'est l'autre main qui... Ça va aller en complément de la présentation de notre confrère endocrinologue. Et je voudrais d'abord dire en premier quelque chose qui nous intéresse en tant que psychiatre, c'est la définition du rôle du médecin spécialiste tel que l'a proposé l'UMSP. La médecine spécialisée libérale est une médecine de la personne qui implique une prise en charge individuelle et globale du patient. C'est vrai que dans cette définition, en tant que psychiatre, je m'y retrouve parfaitement. Donc, les problématiques. Pour les psychiatres, préserver l'acte de consultation psychiatrique qui repose sur un investissement interpersonnel important qui s'inscrit dans la durée et la répétition. Il faut prendre en compte le fait qu'une partie de la population justiciable de soins ne peut pas exprimer de demande. Ça, c'est une spécificité de la psychiatrie. Et il faut également prendre en compte que nos jeunes confrères s'inscrivent plus facilement dans de nouveaux champs d'activité, comme les troubles des conduites alimentaires, les problématiques de la souffrance psychique au travail, et ainsi de suite. Donc il y a deux demandes qui paraissent importantes. Il faut s'organiser pour répondre plus rapidement aux demandes des patients, de leurs familles et des médecins généralistes. Ça, c'est une problématique qu'on rencontre sur le terrain. Et il faut établir des liens directs avec les médecins généralistes pour répondre de façon négociée à la problématique des patients n'exprimant pas de demande. Ça, c'est une demande des familles, des malades. C'est vrai que si le médecin généraliste connaît personnellement le psychiatre, le patient qui n'exprime pas de demande ira plus facilement voir le psychiatre et il y aura moins d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Ça, c'est une demande importante et on a tout à fait notre place. La diapositive suivante. Donc, les inquiétudes majeures, on peut dire que depuis l'apparition de l'Église de Scientologie en France, la psychiatrie est régulièrement mise en cause. On a eu un livre noir de la psychiatrie. Je ne parle pas de la situation actuelle où des confrères vont se retrouver mis en accusation au Conseil de l'ordre pour des pratiques tout à fait légitimes en psychiatrie. La situation démographique, et particulièrement en pédopsychiatrie, est catastrophique, avec des délais de rendez-vous souvent inquiétants. Et pour répondre au plan de santé mentale et psychiatrie, et à l'organisation administrée des soins, l'hospitalisation privée va favoriser actuellement le salariat dans les établissements. On voit ça par exemple à Lyon, dans la clinique Lumière et dans les établissements de type Orpia. Donc, quelle perspective ? Il est important pour nous de préserver l'unicité de l'acte de consultation psychiatrique qui doit prendre en compte la formation spécifique du psychiatre, la durée de l'acte, la répétition qui permet d'inscrire l'investissement interpersonnel dans une perspective psychodynamique. On retrouve la demande de notre confrère sur la CCM clinique. Deuxièmement, développer des contrats de territoire ou interterritoriaux permettent à un groupe de professionnels associant psychiatres, pédiatres et endocrinologues de prendre en charge les troubles scolaires sur le même modèle de financement que les CMPP. Les troubles des conduites alimentaires, ça on voit ça, les jeunes de plus en plus s'organiser autour de thèmes très spécifiques et s'organiser en société, en selle, pour prendre ça. C'est ce qu'on a connu, moi à mon âge, j'ai connu ça à Strasbourg, à Neuhoff, avec Durand Bussingen. Je fais rire notre confrère. Répondre à un problème de santé publique, par exemple la souffrance psychique, ça c'est plus notre problème, la diapositive suivante. Et donc c'est un petit peu la même question qu'a posée notre confrère. Comment on répond à cette question ? Donc il y a une souffrance psychique au travail, il y a actuellement un accroissement de la demande, il y a une nécessité d'une articulation entre le médecin du travail, le médecin traitant, le psychiatre, il y a une plus-value pour l'entreprise, pour l'assureur, pour l'efficience du dépistage, pour le psychiatre, et il y a une baisse des prescriptions, et il y a nécessité d'un règlement. C'est un petit peu, dans le cadre d'une maison médicale, un petit peu comment on va élaborer un projet médical autour, et comment on va faire naître autour de ces questions, comment on va se naître de l'organisation professionnelle pour des gens qui ont l'habitude de travailler individuellement. La diapositive suivante, donc c'est les propositions du SPF que m'ont envoyé mon ami Bruno. Le SPF, conscient du nécessaire regroupement des spécialités techniques et de la place de la psychiatrie libérale au sein de la médecine de proximité, il soutient les projets de plateau clinique favorisant la mise en place de pratiques coopératives. On revoit à ce moment qui s'insère totalement dans la problématique que nous a présentée notre confrère. La participation des psychiatres libéraux à l'organisation et à la coordination des soins en tant que correspondants privilégiés
des médecins généralistes et traitants, l'organisation d'une prise en charge rapide, en deuxième intention, des urgences différées, en alternative aux services d'urgence. Ça, il y a un refus qui est clair, c'est les psychiatres rejettent tout projet de santé qui réduirait le rôle du psychiatre à celui d'un expert consultant et limiterait sa fonction soignante. 2, pénaliserait l'accès direct du patient au psychiatre libéral. En conclusion, la maladie mentale a un fort impact humain, social et financier. Mon ami Bruno m'a fait parvenir donc, une étude suédoise concernant la dépression qui montre que les coûts indirects, arrêt de maladie, perte en salaire, en contribution sociale, retraite anticipée, mortalité, sont 6 fois supérieurs aux coûts directs. D'où l'intérêt pour le patient comme pour la société d'une prise en charge précoce et efficiente. Ça peut être décliné pour toutes les spécialités cliniques. Cette étude et cette conclusion peuvent être déclinées pour toutes les spécialités cliniques. Médecine interne, pédiatrie, endocrinologie, toutes les spécialités cliniques. Chacun reconnaît leur rôle sociétal incontournable. Mais les moyens d'une politique volontariste font cruellement défaut. Jusque quand? Je m'excuse d'avoir répété les mêmes conclusions que notre confrère, parce qu'en tant que spécialité technique, c'est la même chose. Quand on parle de ce qu'on fait, tout le monde est d'accord. Quand il s'agit finalement, de valoriser, il n'y a plus personne. C'est ce que je voulais dire en complément de ce qu'a dit notre confrère. Tu veux dire quelque chose, Bruno? Bien. Merci Jean-Luc, merci Bruno, c'est très bien. Et on revoit la même problématique. Hein. Donc, ce concept de médecin spécialiste, ce concept de spécialité clinique de proximité, hein, c'est fondamental que le prochain gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, le prenne enfin bras le corps avec les moyens. Et là, hein, on n'est pas dans des moyens financiers exorbitants. Hein. Quand vous pensez au budget de l'assurance maladie, hein, c'est 160 milliards d'euros à peu près. Hein. On est sur quelques millions d'euros pour mettre en place le système. Parce que une fois que le système sera mis en place, ben, automatiquement, ça sera beaucoup plus facile. Quand on aura des exemples, comme tu l'as dit, hein, parce que Brando, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez dire, une fois que ça sera mis en place dans quelques départements, dans quelques maisons de spécialistes, ben, ça donnera une dynamique. Mais c'est l'aménagement du territoire. Donc, si vraiment les politiques veulent aller contre ces désinvestissements des médecins dans l'aménagement du territoire, ben, c'est à eux de nous aider. Nous, on a les solutions techniques. On a la volonté politique, à eux d'apporter les moyens. Et je vous dis, on n'est pas dans des sommes considérables. Quand on voit ce qui a été investi depuis 10 ans dans les réseaux, hein, avec une productivité, quand je pense au réseau diabète par exemple, il y avait 11 millions d'euros pour 30 000 patients pris en charge, en plus de... Bon, je crois que là, vraiment, il y a des moyens à mettre en place. C'est une volonté politique. Oui. Tu te présentes? Oui, je suis Georges de Corbin, président du syndicat des médecins éducateurs. Le non-sens intellectuel qui consiste à imaginer un concept de médecin expert, hein, que le spécialiste serait un expert exclusif, entre guillemets. Parce que dans expert, il y a expertise, il y a expérience. Ça veut dire qu'il faut avoir un retour d'information sur les préconisations que l'on fait. Et donc, il faut pouvoir revoir les patients que l'on a évalués, à qui on a donné des consignes, même si la prise en charge est ensuite poursuivie par le médecin traitant. Mais tout système de prise en charge qui condamne en quelque sorte le patient à être vu une fois et une seule fois par un médecin dit expert, un spécialiste expert, est aberrant parce qu'il conduit à rigidifier complètement le comportement médical, et le comportement médical n'est pas simplement le résultat de référentiels qui sont intangibles. Donc il faut que le système de santé permette aux médecins spécialistes d'être rémunérés pour une évaluation de départ, mais ensuite qu'il y ait la possibilité d'avoir un retour d'information en revoyant son patient un nombre raisonnable de fois, mais pour avoir ce retour d'information.
Mais ça c'est ce qu'on demande tous dans la réforme de la CCM clinique, en complément de l'acte ponctuel de consultant. Et l'acte consultant, dans quelques jours, il va être ouvert aux spécialités cliniques, puisque à travers la convention, on a obtenu, je pourrais dire avec Yves Decalve, j'ai obtenu que les spécialités cliniques qui ont besoin d'avoir des examens complémentaires qu'ils ne font pas et pour faire la synthèse aient accès au C2. Donc c'est une première étape. Donc maintenant, tous les médecins spécialistes, que ce soit des chirurgiens, ils ont un C2 spécifique, les anesthésistes ont un C2 spécifique, les spécialités médico-techniques, nous, comme on faisait l'acte technique, on faisait la synthèse au moment de l'acte technique, mais maintenant les cliniciens ont la possibilité de faire un CS initial, ils demandent des examens complémentaires et un CS de synthèse, et pour les psychiatres, il y avait 2-3 consultations complémentaires. Mais ce que tu dis, on a raison, après on a deux situations où c'est vraiment très ponctuel, où il y a un certain suivi, notamment dans les pathologies chroniques, et là, c'est la CCM clinique qui doit être à la hauteur. Alors, la CCM clinique, on a mis quelques petites étapes déjà, à travers notamment en endocrinologie, quelques consultations majorées. Mais c'est beaucoup trop lent et c'est beaucoup trop fractionnel. Mais on est tous d'accord là-dessus. Merci d'être intervenu. Alors, on passe